C'est dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. Les pics de pollution n'épargnent pas les grandes villes de notre région. Pour autant, aucune mesure de circulation alternée n'a été décidée par les autorités. Pour quelles raisons? Quel impact ces épisodes ont-ils sur notre santé en général et les personnes fragiles en particulier? Pollution de l'air, attention, danger. C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui avec, pour en débattre, Stéphane Paoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire d'Aix-en-Provence et vous êtes également conseiller métropolitain. Docteur Souvé, bonjour. Vous êtes cardiologue, vous êtes président de l'association Santé Environnement France et auteur de 200 alertes santé environnement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Enfin, dans quelques minutes, Richard Ardouin de France Nature Environnement PACA sera également sur notre plateau. Parmi les cités touchées par la pollution, il y a Marseille, une pollution due en grande partie aux voitures en tout genre. Reportage. Marseille et son nuage de fumée, des échappements que la population respire à plein nez, des bouffées de dioxyde d'azote qui épousent les axes routiers. Chez Airpaca, ce sont les lignes rouges qui indiquent que les seuils tolérés ont été dépassés. Il y a trop de voitures et aucune régulation du flux. Nous avons tout de même des épisodes de 2 ou 3 jours pendant lesquels on observe le seuil d'information et ça permettrait effectivement aux collectivités de mieux réguler le trafic ces journées-là et de choisir effectivement de ne pas faire circuler les véhicules les plus polluants, que ce soit des véhicules légers ou les poids lourds. Dans la cité phocéenne, le tout voiture a la vie dure. Des carrosses tout puissants à qui on fait de la place. Peut-être trop. Ce qu'il faut faire, c'est apaiser la ville, apaiser la circulation et donc remettre le piéton au cœur. Aujourd'hui, c'est la politique qui est menée, c'est une politique du tout automobile. On voit qu'on investit encore dans le routier, on investit sur les tunnels à Marseille. On voit que le routier a encore une priorité pour les Marseillais alors que c'est le transport collectif qu'il faudrait prioriser. À Marseille, 350 000 personnes respirent un air qui dépasse les limites autorisées par l'Organisation mondiale de la santé. À Marseille, Stéphane Paoli, même si vous êtes élu à Aix-en-Provence, 94% des déplacements de plus de 7 km se font en voiture. Il y a toute une culture à revoir. C'est pour ça que c'est si compliqué. Alors il y a plusieurs choses. Limiter le tout voiture en centre-ville. Il y a plusieurs choses. Marseille, Aix-en-Provence et ailleurs. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord les équipements en structure qui doivent être faits à l'extérieur de la ville pour stopper les véhicules en amont, comme on a pu faire à Aix ou comme est fait à Marseille, c'est-à-dire ce qu'on appelle les parcs relais. Les voies bus qui doivent emmener directement ce qu'on appelle en site propre, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'embouteillage, les bus au centre-ville, au cœur de ville. Et puis aussi, il faut pouvoir commencer, et c'était dit très bien dans le reportage, à apaiser les centres-villes pour changer les modes d'habitude de déplacement et passer à ce qu'on appelle mode actif. C'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire qu'il faut structurer l'extérieur, apaiser l'intérieur pour changer les habitudes. Zones géographiques les plus sensibles, docteur Souvé, ce sont les centres-villes des grandes villes où il y a des zones comme autour de l'étang de Berre, par exemple, parce qu'il y a l'industrie pétrochimique qui produit de la pollution, est aussi concernée. Oui, bien sûr, plus il y a d'industrie, plus ça va être pollué. Mais le problème, c'est les centres-villes, où, on a parlé particules et dioxyde d'azote, ce sont les diesels, essentiellement, qui produisent ces effets. Et sachez que le nouveau filtre à particules, dont on nous a vanté tous les mérites, ne résout pas grand-chose. En effet, il n'arrête pas les toutes petites particules, qui sont les plus toxiques. Et à l'usage, on sait que c'est un petit peu comme les normes actuelles, elles ne sont probablement pas respectées. Alors, on va voir une palette avec les principaux polluants. C'est vrai qu'on s'y perd un peu entre les particules fines, le dioxyde d'azote. C'est quoi la différence finalement entre les uns et les autres? La différence entre particules fines, ozone, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre. Alors, dioxyde de soufre, on va pas rentrer dans des définitions très techniques, sinon on va partir essentiellement l'industrie. Dioxyde d'azote, c'est essentiellement l'industrie et les véhicules diesel qui en rejettent beaucoup. L'essence en rejette très peu. Et les particules, c'est essentiellement, par exemple, les feux de cheminée que vous faites chez vous ou les feux de brûlage et les véhicules diesel également. La toxicité la plus grande, ce sont les particules fines. Les toutes petites, celles qui pénètrent très profondément dans votre arbre respiratoire. Les plus dangereuses. Oui, elles passent dans le sang. Santé, non seulement elles provoquent plus de maladies cardiaques, mais maintenant on s'aperçoit que même le cerveau est touché. Toute la région concernée, ou alors c'est un peu comme la légende qu'on a voulu nous faire croire quand il y a eu Tchernobyl. Non, ça s'arrête aux frontières de la Russie, ça touche pas ni l'Allemagne, ni la France, ni les autres pays à côté. Non, là ça touche toute la région. Voilà, le problème c'est le degré de densité. Marseille et tout ce qu'il y a ailleurs. C'est très juste. Le problème c'est le degré de densité. Comme on disait précédemment, la plus grande densité est là où il y a le plus de circulation automobile. Donc les personnes qui possèdent notamment des habitations ou des zones d'habitation dans lesquelles il y a à proximité des autoroutes ou à proximité
proximité des zones de forte circulation sont évidemment plus impactées que celles qui ont la chance d'être plus à l'extérieur. La problématique, c'est qu'après, il y a aussi des bassins versants, des courants qui se font et qui font que personne n'est réellement à l'abri complètement et qu'il n'y a pas de barrière physique. Mais par contre, il y a des densités plus ou moins fortes avec des étalages évidemment différents. Avec une situation assez paradoxale en ce qui concerne notre région, alors que des seuils d'alerte sont atteints dans plusieurs grandes villes françaises, Grenoble, Lyon, Paris. Marseille s'en sort plutôt bien grâce à l'effet conjugué du vent et des températures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement l'hiver on est plutôt tranquille, par contre l'été c'est plus dangereux? C'est ça? Il y a plusieurs problématiques. Il y a les problématiques qui sont liées évidemment aux entrées maritimes qui font circuler l'air différemment. Il y a les problématiques qui sont liées aussi aux forts pics de chaleur que vous décrivez très justement, qui sont, mais là je peux laisser parler plus foncièrement un spécialiste technique, à la chaleur qui le fait ressentir plus. Mais après on peut pas quand même dire que sur le long terme on est tranquille. Il y a une prise de conscience qui doit être réelle. Il y a une possibilité de faire des choses, des équipements, des structurations d'équipements. C'est ça sur quoi il faut aller. Il faut pas simplement, entre guillemets, je dirais, se réveiller au moment où un jour on a un pic. Pierre Souvé, on a tendance à dire dans la région, mais nous on est tranquille parce qu'il y a du vent, il y a du Mistral, ça chasse toute la pollution. C'est faux ça? Non, ça chasse rien. C'est comme le Mistral, si ça dure 3 jours, 6 jours, 9 jours, ça aussi c'est une légende. Hein. Marseille d'ailleurs, il y a une perte d'espérance de vie qui est quasiment de un an. Mais attention, c'est pas les pics de pollution qui tuent le plus, c'est la pollution chronique. C'est pour ça que c'est une action au jour le jour. Donc toutes les mesures dont vous allez parler, ça ne suffit pas si au niveau national, il n'y a pas une mise en cause du diesel. Ce qui s'est passé notamment à Tokyo, où il y a près de 15 ans, ils ont commencé à dire aux industriels, aux fabricants de voitures, il va falloir arrêter. Ils ont commencé à interdire les pénétrations de véhicules diesel au départ les plus polluants. Et figurez-vous que maintenant, 15 ans après, il y a 10% de mortalité cardiaque en moins, 20% de mortalité pulmonaire en moins. Des chiffres absolument extraordinaires. Et donc, si on veut, on peut. Alors, juste une information qui n'est pas rassurante. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2010 et on peut malheureusement supposer que ces derniers soient revus à la hausse. Pollution de l'air, nombre de jours de dépassement annuel, Lyon 60, Paris 139, Marseille 200, ce qui est considérable. Vous parliez de la santé. Alors, évidemment, ça a un impact réel sur la santé et on va détailler dans quelques instants. Auparavant, nous sommes allés dans les rues de Marseille et nous avons interrogé un certain nombre de personnes pour savoir si effectivement ils considéraient que cette pollution très forte dans les grandes villes de notre région avait un impact sur leur propre organisme. Écoutons-les, ces Marseillais. Souffrez-vous de la pollution? Oui, personnellement, sans conteste. Les maux de tête, les migraines, les difficultés à respirer, ça sent mauvais. Donc physiquement, oui, on souffre de la pollution. Vu les autocars qui marchent avec du gasoil, surtout mon épouse, elle est asthmatique, vraiment elle souffre énormément. Disons que c'est moins pire, étant lyonnaise où on connaît la circulation alternée. Marseille, le Mistral doit améliorer un peu la situation. Pour ma part, je n'en souffre pas, mais j'ai des amis qui en souffrent. Et ça se voit tous les soirs lorsqu'on passe près de la Joliette, les files incessantes de voitures, les bateaux et les bouchons permanents dans le centre-ville. Souvent, je vois la chape de pollution sur Marseille et je me dis que ce qu'on doit respirer, ça ne doit pas être terrible. Moins qu'à Paris, mais c'est vrai que quand on revient de la montagne, ça peut être étouffant. Après, on s'y habitue. Voilà des témoignages de Marseillais qui effectivement se sentent particulièrement gênés par la pollution de la ville. Une dizaine de familles franciliennes victimes de pollution atmosphérique a décidé de poursuivre l'État en justice pour carence fautive face à la pollution de l'air. Cette information a été annoncée par 2 ONG et leurs avocats. Ils ont bien fait? Ah oui, parce qu'on sait maintenant, donc ça abîme le cœur. Et là, attention, ces dames. Ça peut déboucher sur quoi? Et mise en danger de la vie d'autrui. Les effets sont connus, plus de maladies cardiaques. Et là, les jeunes filles se plaignaient d'avoir les yeux qui pleuraient, etc. Mais en fait, tout le monde est touché par la pollution et tous les phénomènes inflammatoires vont se produire pour tout le monde dans les vaisseaux et dans le cerveau. Figurez-vous qu'on s'est aperçu que la pollution de l'air était liée notamment à l'augmentation des démences d'Alzheimer et même à l'augmentation de l'autisme. Ouais. Une étude américaine et chinoise qui viennent de le démontrer. Mais le fait d'aller devant les tribunaux, vous pensez que ça peut inciter l'État à prendre des décisions plus franches et tranchées? On voit bien la différence à Tokyo. Ils ont commencé à s'en préoccuper en 99. Nous, on est toujours sur la politique du diesel. Alors si ça apporte un coup de boost pour dire maintenant ça suffit,
Maintenant que les gens ont compris en effet que ça abîmait leur santé, que ça diminue leur qualité de vie, ça diminue leur espérance de vie, je dis pourquoi pas. C'est un petit peu comme le fumeur qui fume devant ses enfants. Je leur dis, mais vous balancez 40 produits cancérigènes devant vos enfants. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Et un jour, peut-être, on verra des enfants porter plainte sur les gens qui leur fument devant le nez. Pollution, 48 000 décès prématurés, c'est énorme. Et puis ça a évidemment un coût. On va voir les chiffres là. Hein, voilà, 48 000 décès prématurés. Et puis la pollution, ça a aussi un coût. Ça coûte en France, hein, évidemment pas à l'échelle de la région. On est sur une échelle nationale. Ça coûte 100 milliards d'euros. Donc c'est une vraie question de santé publique. Hein. C'est un vrai problème. D'accord là-dessus. Hein. On est sur un vrai problème de santé publique, tout à fait. Est-ce que le ministre de l'écologie qui a pris une mesure, enfin qui n'a pas pris justement de mesures, entre autres, de ne pas interdire les cheminées, enfin, ça avait entraîné une petite polémique, elle devait le faire et puis elle ne l'a pas fait. Voilà, là ça montre aussi le laxisme de l'État quand ce dernier doit prendre des mesures franches, timides. Hein. D'abord, il faut inciter tous les gens à vraiment utiliser des foyers fermés. Les foyers verts, c'est pas rentable. Exactement. Mais donc en effet, les cheminées, pas bon. Ça aurait aidé. Bien sûr, les brûlages et les cheminées en période de pollution ne font qu'aggraver la situation. Quand on fait son footing sur la corniche, par exemple, à Marseille, ou sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence, ou dans les Alpes et les Hautes-Alpes, alors ils sont un petit peu moins concernés. Non, si, pareil? Même les moins. Oui, je dis à mes asthmatiques et cardiaques souvent d'aller faire un petit tour vers le bonheur, il est dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence plus que dans les Bouches-du-Rhône. Hein, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est dangereux de courir sur la corniche, par exemple. Vous avez vu dans des zones où il y a pas mal de circulation. Vous avez vu la carte d'Atmopaca au début, d'Airpaca, disant les zones qui étaient les plus polluées. Quand vous allez faire un footing, vous ciblez, vous allez voir sur Airpaca, vous regardez la zone et si vous courez dans le parc Borilly, vous serez moins exposé que si vous courez à Sakakini ou à Rabato. Ouais. Donc il faut choisir les zones. C'est comme quand vous promenez vos petits, quand vous faites du sport, vous choisissez les zones qui sont les moins exposées. Parce que la pollution est hétérogène dans la ville. Hein. Avant de faire du sport, maintenant il faut aller sur Internet et vérifier effectivement les endroits où la pollution est la moins vivace. Bon, très bien, nous allons le faire. La voiture plus dangereuse que les cheminées ou pas? Parce qu'on a tendance à focaliser sur les voitures, mais je crois que ce sont les cheminées qui produisent le plus de particules fines. Absolument, mais heureusement. Et, les gens n'utilisent pas tous leur cheminée. Par contre, tout le monde utilise sa voiture. Et en gros, la voiture, les particules, c'est 50% à peu près en milieu urbain. Mais il faut vraiment inciter les gens à avoir des chauffages non polluants. Voilà. Donc, il y a des aides de l'État, il faut en profiter. Les maladies qui découlent directement de la pollution? Bien sûr, maladies cardiovasculaires, 10 à 30% de maladies cardiovasculaires en plus, des cancers du poumon, des maladies respiratoires et maintenant, comme je vous l'ai dit, des problèmes cérébraux, Alzheimer et autisme avec des personnes qui sont plus fragiles que d'autres? Tout le monde est touché par la pollution. Évidemment, un asthmatique, quand il va être soumis à la pollution, va avoir une exacerbation de ses symptômes. Mais tout le monde est touché, même si vous avez l'impression de ne pas l'être. Merci Pierre Souvé d'être venu sur notre plateau. Pas rassurant tout ça. Alors beaucoup d'initiatives ont été ou sont tentées pour limiter l'accès des centres-villes aux voitures, mais sans véritable réussite, sans véritable succès. Regardez ce reportage et puis on en parle juste après avec Monsieur Ardouin. Merci Pierre Souvé. À Paris, ce sont les vignettes qui font leur retour. Elles sont obligatoires depuis le 16 janvier. 6 couleurs pour déterminer le droit de circuler, du vert au gris. Un gris synonyme d'interdiction pour des véhicules jugés trop anciens et donc trop polluants et qui doivent rester au garage. Sinon... C'est une contravention de classe 3 ou 4. Donc ces jours-là, c'est mieux de rester chez vous. Soit de 68 à 135 €. Vignette pour Paris. Circulation alternée pour Lyon, vitesse limitée à Strasbourg ou transport gratuit à Dunkerque. À chacun sa méthode. Des recettes pas miracles, car le monde idéal reste à inventer. Richard Ardouin va venir nous rejoindre sur ce plateau. Richard Ardouin de France Nature Environnement FNE, PACA pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On s'aperçoit que des villes, Paris, Strasbourg, Lyon, Grenoble, ont pris des décisions, circulation alternée, limitation de la vitesse en centre-ville, l'histoire des vignettes. Sentiment que dans la région, rien n'est fait.
Alors c'est pas tout à fait ça. En tout cas. C'est pas tout à fait ça. Il faut savoir que les dispositifs qui ont été mis aujourd'hui en place par l'État, elles ont eu aussi quelque chose qui ont existé précédemment, à savoir les zones ZAPA, les zones d'action prioritaire pour l'air. Elles nous avaient été proposées, on les avait refusées pour une raison simple, c'est qu'elles ne prenaient pas en compte les problématiques sociales et sociétales, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas en capacité de s'équiper de véhicules plus chers et moins polluants. Donc les problématiques que l'on a aujourd'hui, c'est oui, faire des dispositifs qui sont incitatifs, piétonisation du centre-ville, je peux en témoigner pour avoir fermé une 30aine de rues à Aix-en-Provence il y a quelques années de ça, création de parcs relais, voies bus, tour de ville avec bus, incitation avec des tarifs gratuits, ce qu'on a fait aussi à Aix pour les véhicules électriques en voirie, ou demi-tarif pour les fameux moins de 90 grammes de CO2 à l'époque. Donc ça, c'est incitatif, ça a du sens. Ce qui a moins de sens, à mon avis, d'un point de vue politique, c'est de dire à des gens, on vous impose une interdiction, mais on ne vous donne pas d'alternative. Parce que les personnes qui n'ont pas financièrement la capacité de s'équiper d'un véhicule qui ne pollue quasiment pas, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse sur le bord de la route, et ça, c'est pas acceptable. Richard Ardouin. Oui, là, très clairement, c'est un cocktail de pollution. Donc, il faut un cocktail de solutions. Donc là, on s'attaque sur la circulation automobile, mais ce n'est qu'un des vecteurs. Très clairement, les pouvoirs politiques et notamment les institutions territoriales ont des leviers. Donc, moi, je constate... Visiblement, ils ne sont pas suffisamment activés. Je constate que certaines collectivités les actionnent, d'autres ne les actionnent pas. Soyez plus précis. Prenons un exemple. Je prends un exemple simple. Pour les particules fines, un des facteurs les plus problématiques, ce sont les brûlages des déchets verts. Vous avez sur les communes autour d'Aix-en-Provence des véritables actions. Sur la commune de Marseille, nous avons une inaction patente. Alors c'est bien un sujet sur lequel nous allons essayer d'activer certaines mairies, de secteurs notamment, mais là il y a véritablement un défaut de volonté. La deuxième chose, quand on parle d'automobile, il faut raisonner en termes de déplacement. Donc c'est des déplacements pendulaires pour le travail. Actuellement, les gens utilisent leur voiture parce qu'ils n'ont pas une alternative crédible à la voiture individuelle. Demain, sur l'auto... Il faut réfléchir à un vrai schéma de transport qui permette aux gens de laisser leur voiture et d'utiliser les transports. Non, mais réfléchir des plans, il y en a des piles. Bon. Il faut agir. Très clairement, vous avez le problème de l'autoroute Est, où vous avez 3 lignes de bus qui sont tous les jours coincées dans les embouteillages. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre une voie dédiée sur l'autoroute Est? Ça, il n'y a pas besoin de faire un énorme plan, là. Stéphane Pauly, oui. On a quand même le sentiment qu'on a perdu beaucoup de temps. À quel niveau, par exemple? Au niveau des transports en commun, au niveau du maillage, avec des voies dédiées pour les bus, un chemin de fer prendre le train pour faire Aix-Marseille, tout le monde sait que c'est un cauchemar absolu. Les étudiants peuvent tout à fait, c'est cher en plus. Et c'est cher, et ça fait des années que ce dossier revient sur le tapis, et la solution n'est jamais trouvée. Enfin, on la connaît, mais en tout cas, personne ne prend l'initiative de la régler. Pourquoi? Il y a plusieurs problématiques. Si on parle des compétences territoriales, très clairement, la région est en charge de la compétence du fer. Donc c'est l'empilement des collectivités territoriales. Aujourd'hui, il y a la métropole, ça c'est bien ça. Pourquoi pas? Sur les compétences stratégiques, on n'a jamais été contre. Aujourd'hui, je crois qu'on avait 7... Si vous écoute, elle va mais il n'y a pas de problème. Sur les compétences stratégiques, elle sait très bien qu'on a toujours tenu le même discours. C'est-à-dire que sur les transports, sur l'économie, sur l'écologie, on est tout à fait d'accord sur un pôle métropolitain et après on ne va pas refaire le débat ici. Donc c'est la métropole qui va régler tout ça. Disons que la capacité à un moment à supprimer ce qu'on appelle des autorités organisatrices de transport, comme voulait le faire le syndicat mixte dès 2013, qui n'a pas été opérant et qui n'a jamais marché. Exactement. Qui était une coquille vide. On est tout à fait d'accord, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il faut réussir à organiser ça. Quand vous partez de Marseille, que vous arrivez à Vitrolles en passant par Aix-en-Provence et vous passez par 3 AOT différentes, ça veut dire avec 3 tickets différents, donc la problématique. Donc la compétence stratégique, on sait que c'est nécessaire, il faut le faire. Alors, ensuite, il y a quelque chose, si je peux me permettre, il y a l'État quand même. L'État. On nous a mis une limitation de vitesse entre Aix et Marseille à 90 km/h. Très honnêtement, je crois qu'il aurait mieux valu une limitation de vitesse dynamique. On est quand même au temps du numérique, on pourrait mettre des panneaux avec des différences de vitesse qui changent en fonction de la circulation. En contrepartie de quoi? Au bord d'Aix-en-Provence, je reviens encore sur les quartiers qui sont les plus impactés, en Cagnane et Pont de l'Arc aussi, on a une autoroute urbaine qui, elle, est toujours limitée à 110 km/h. Et ça, c'est vraiment... Mais ça, j'insiste, c'est mais vous faites bien. Monsieur Ardouin, il y a des mesures qui ont été prises. Alors, pas dans la région, mais Paris, Lyon, Grenoble, la vignette... 6 vignettes, c'est ce qui est expliqué dans le sujet, avec l'interdiction. Je crois que c'est des voitures qui datent d'avant 2001, qui ont l'interdiction de pénétrer dans l'hypercentre, avec la circulation alternée en fonction des plaques, paires, impaires. Est-ce que ce type d'initiative, qui n'est pas appliquée dans notre région, pourrait aller dans le bon sens? Oui, elle pourrait aller dans le bon sens, mais il n'y a pas que ça à faire.
Il y a déjà à faire appliquer la loi. Ça en particulier. Parce que là, on a des exemples de villes qui prennent des décisions. On peut faire, mais c'est fait reposer sur le citoyen la responsabilité de la pollution. Or, c'est d'abord une responsabilité politique. Donc là, vouloir faire de la circulation alternée, vouloir pénaliser la personne qui a une voiture polluante, pourquoi pas? Mais ça doit venir après. D'abord, on doit faire en sorte que les gens puissent se déplacer économiquement et arriver à l'heure à leur travail par les transports collectifs. Là, on vient de créer l'AL2, autoroute urbaine. Clairement. Qui est ouverte partiellement. Partiellement. Le projet de loi de finances 2015 et 2016 dit clairement que cette autoroute doit bénéficier au transport collectif et au mode doux. Qu'est-ce qui se passe? Pas de voie dédiée sur la L2, pas de bus sur la L2. Et interruption des pistes cyclables en surface. Donc, clairement, moi je veux bien qu'on responsabilise les citoyens, mais d'abord que l'État et les collectivités fassent le boulot. Limitation de la vitesse en ville. Dans les centres-villes, c'est limité à 50 km/h. Hein. Enfin bon, personne ne respecte la vitesse, quoi. Non seulement personne ne respecte la vitesse, mais en plus de ça, on a le sentiment, et c'est un peu les retours d'expérience que nous avons sur la circulation alternée, il n'y a pas la sanction, quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait des espèces de demi-mesures dont on sait que s'il n'y a pas la sanction et le coup de bâton au bout, ça ne va pas marcher? Alors, parce qu'on sait que ça peut avoir des résultats. Hein. Je vais avoir une approche un peu différente. Si la circulation alternée, elle est respectée à la lettre, on sait que ça fait baisser la pollution. Alors, moi, je vais avoir une approche un peu différente. La circulation alternée, elle est journalière, c'est-à-dire qu'un jour on la met en place, un jour on la met pas. Ce ne sont pas des solutions à long terme pour notre territoire. Les solutions long terme sont l'équipement structurel de parking pour laisser les voitures à l'extérieur de la ville, des possibilités de donner des centres-villes plus apaisés, ce que je disais précédemment et ce qu'on a fait avec Aix-en-Provence. Ou si vous voulez, à un moment, la sanction, c'est bien de le faire, mais c'est bien aussi d'avoir une incitation très forte. Et qui la donne, cette incitation? C'est la qualité de vie, c'est ce qui se passe. Non, c'est la politique locale ou l'État. Si l'État nous suit dans une initiative, ça va fonctionner. Ce que je vous disais tout à l'heure pour l'idée de mettre à 90 km/h l'autoroute urbaine à côté d'Aix-en-Provence, à côté d'Ancagnane. Si l'État nous suit là-dessus, c'est beaucoup plus facile, nous, politique locale, d'être cohérents avec nos habitants en leur expliquant que, regardez, là, il y a cet effort qui est fait, vous devez en faire un peu plus loin. La problématique, c'est la cohérence qu'il y a entre l'ensemble des choses. Nous, on a eu une chance, c'est d'avoir, dans la ville d'Aix-en-Provence, notamment d'avoir la maîtrise tarifaire complète des tarifs de stationnement. Les tarifs de stationnement impactent sur la politique de mobilité et de déplacement. On avait une logique qui était assez simple, très très cher en centre-ville, quasiment pas gratuit, on ne va pas exagérer, 2 € par jour pour les parcs relais. Et avec une logique concentrique qui voulait que le prix était lui aussi concentrique. Les gens sont simples, moins ils vont payer cher, plus ils vont y aller. C'est logique. S'ils continuent à payer cher, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il faut penser que les gens sont capables de prendre des décisions par eux-mêmes et qu'il ne faut pas toujours leur imposer des choses. Faut-il encore, et c'était très justement dit, qu'il y ait une vraie alternative. Si on est une politique libérale, si on est une profession libérale, commerciale, c'est difficile d'être sur les transports en commun. Si on a des horaires fixes de bureau, quelle que soit la nature de l'emploi, on a tendance à y aller. Faut-il encore que les transports en commun soient à temps juste et qu'on soit suivi par l'État sur toutes les problématiques? Richard Ardouin. Ah non, mais là, j'adhère totalement au discours. Non, moi, ce que je vais faire remarquer, c'est qu'on parle de pic de pollution, mais le problème, c'est pas le pic des pollutions, c'est 5% du problème, les pics de pollution. C'est 95% de la pollution moyenne que l'on subit tous les jours. Le problème, c'est comment on informe la population de cette pollution. Aujourd'hui, il y a un indicateur qui existe sous la forme d'un feu tricolore, vert, orange, rouge. Mais cet indicateur, on ne le ressort que véritablement s'il y a le seuil d'information qui est atteint, alors bien sûr le seuil d'alerte, mais en attendant au jour le jour, Il y a beaucoup de sites internet qui informent les gens. Ce qui est intéressant, c'est de l'avoir. L'état de la pollution dans leur ville, même ça va à l'échelle presque de leur quartier à l'instant T. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette information en continu et de manière facilement accessible. Dans les journaux gratuits, dans la Provence, à noter que dans la Provence, il y a les Camoins-les-Bains qui fait un effort important, certes publicitaire, mais que le vendredi, samedi, dimanche, vous avez l'indicateur. Donc c'est quelque chose à généraliser. Vous pensez qu'il faut plus communiquer sur la situation? Oui, parce que ça passe par les médias, donc nous. Tout à fait, parce que les gens reçoivent une multitude. Je note, monsieur Ardouin, voilà. Puis je ferai passer l'information. Voilà, les gens reçoivent une multitude d'informations contradictoires. Notamment, on parle du Mistral à Marseille qui permet d'évacuer la pollution. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est la pollution moyenne. Et là, il y a des indicateurs au quotidien
qui l'indique. Et ça, il faudrait que ça apparaisse dans les bulletins météo systématiquement, comme l'indice UV. Et comme ça, on sort plus de chez soi parce que comme c'est souvent pollué. Non, mais on incite les politiques à agir. Calfeutré, d'accord. Juste un mot sur les vignettes très rapidement. Bon, c'est l'État qui impose les vignettes. La collectivité, la ville de Paris en l'espèce n'a pas eu son mot à dire. Vous pensez que ça peut arriver chez nous? C'est-à-dire que du jour au lendemain, le préfet peut dire, bah voilà, à partir de demain, les vignettes sont obligatoires. Moi, mon sentiment personnel, c'est que ça serait une erreur. Pourquoi ? Parce que, comme je disais précédemment, c'est exactement la même chose qu'avec la ZAPA, donc la zone d'action prioritaire pour l'air, où je rappelle, on devait interdire des personnes, en fonction de la nature des véhicules, de rentrer soit dans des centres-villes, soit dans des lieux de la ville, c'est-à-dire même des quartiers résidentiels. On a réussi à le refuser par une action forte, qui était un certain nombre d'élus qui l'ont refusé. Et pourquoi on a pu le refuser ? C'est parce que l'État a compris que c'était socialement et sociétalement impossible à faire accepter. La vignette, c'est la même chose. Si c'est quelque chose qui est relativement sommaire et qui consiste à faire de l'affichage, comme c'est souvent fait, eh bien, peut-être ça passera. Mais si c'est vraiment très dur, il ne faut pas que ça arrive parce que ça va handicaper les gens. Très rapidement, M. Arnaud, l'idée de la vignette ? La vignette, c'est une décision de l'État. C'est l'État qui impose. Globalement, c'est une bonne chose. Évidemment, si on est en pic de pollution, autant éviter de se faire sortir les voitures polluantes. Bon, il y a un petit point de désaccord. Mais un point de désaccord, disons que le point sur lequel on est d'accord, c'est que structurellement, il faut changer les choses, il faut faire des efforts de long terme. Boulot quand même. Après, là-dessus, là où on n'est pas tout à fait d'accord, c'est sur le social. Vous êtes d'accord pour dire que c'est pas demain que cette affaire-là sera réglée, quoi. C'est à horizon plusieurs années, quoi. C'est comme toutes les choses. C'est comme la mise en place du digital sur le territoire, c'est comme la mise en place de nouvelles économies. C'est long, ça prend du temps. Il y a des changements d'habitude qui doivent être faits. Mais par contre, il y a des efforts qui sont déjà là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à Pierre Souvé aussi qui était tout à l'heure sur ce plateau. On se retrouve pour une nouvelle édition de Dimanche en politique. Dimanche prochain à partir de 11h30 et il sera question de bétonisation du littoral. France Nature Environnement suit ce dossier avec une attention toute particulière. Donc soyez avec nous. Merci de votre fidélité. Très bon dimanche après-midi sur la 3 avec nous. Merci. Au revoir.